Les tensions sont encore montées d'un cran entre la France et l'Algérie. Plus de 60 ans après l'indépendance du pays, le Parlement algérien a adopté cette semaine une loi criminalisant la colonisation française et demande à la France des excuses officielles. Alors que contient cette loi et comment a réagi l'État français? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël si vous le célébrez. De notre côté, on continue ce format pendant les vacances. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. C'est donc ce mercredi que le Parlement algérien a adopté à l'unanimité une loi visant à criminaliser la colonisation française en Algérie qui a eu lieu de 1830 à 1962. Jusqu'ici, les autorités algériennes évoquaient surtout la nécessité d'une reconnaissance des faits par la France, mais cette fois-ci, l'Algérie réclame donc officiellement des excuses formelles et des réparations intégrales. On va voir ce que ça implique dans un instant. La loi insiste sur le fait que l'Algérie n'était pas un territoire vide, mais un État organisé avant 1830, donc avant la colonisation française, et elle décrit la conquête française comme, je cite, une violation flagrante et continue du droit international. Dès 1830, la conquête de l'Algérie a entraîné des massacres massifs, la destruction des structures économiques et sociales, ainsi que des déportations. Plusieurs soulèvements ont été brutalement réprimés avant la guerre d'indépendance, qui s'est déroulée entre 1954 et 1962, et qui aurait coûté la vie à 1,5 million de personnes selon l'Algérie, et à environ 500 000, dont 400 000 Algériens, selon les historiens français. L'objectif de cette loi, c'est donc de traiter la colonisation comme une question de droit, et plus seulement comme une injustice du passé, afin d'ouvrir la voie à des réparations. Cette initiative, qui a été validée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, intervient alors que plusieurs projets similaires avaient été abandonnés par le passé. Mais alors, que contient concrètement cette loi? Le texte dresse d'abord une liste détaillée des crimes de la colonisation française, qualifiés d'imprescriptibles. Ça concerne par exemple les massacres de civils, les exécutions extrajudiciaires, la torture physique et psychologique à grande échelle, les violences sexuelles, les spoliations foncières, donc le vol de terre, les déplacements forcés de population et le pillage systématique de richesses. Il mentionne également les 17 essais nucléaires français menés dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966 et dont les conséquences sanitaires et environnementales perdurent. La loi exige que la France procède à la décontamination complète des sites nucléaires, qu'elle fournisse les cartes précises des zones polluées et indemnise les victimes, y compris les générations actuelles affectées par les retombées radioactives. La loi réclame aussi la restitution des archives, des biens culturels spoliés et des corps de résistants algériens. Autre point important à évoquer, le texte qualifie la collaboration des harkis de haute trahison. Les harkis, ce sont des Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ils étaient des centaines de milliers et ont été fortement exposés aux représailles après la guerre. Enfin, le texte criminalise toute apologie ou justification de la colonisation française, avec des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Maintenant qu'on a vu ça, quelle a été la réaction française? Bon, déjà, il faut savoir que cette loi a surtout une portée symbolique. Juridiquement, elle ne peut pas contraindre la France, mais elle marque un tournant mémoriel majeur. En fait, la question de la colonisation française en Algérie a toujours été un sujet très sensible entre les deux pays. En 2017, Emmanuel Macron, qui était alors candidat à la présidentielle, avait qualifié la colonisation de l'Algérie de crime contre l'humanité. Il avait reconnu la nécessité de regarder ce passé en face en présentant des excuses symboliques aux victimes. En janvier 2021, un rapport commandé à l'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie, avait servi de base à de nouvelles propositions de gestes symboliques de la France pour tenter de réconcilier les deux pays, tout en excluant des excuses officielles. Le rapport préconisait notamment d'ouvrir les archives pour que les historiens puissent travailler sur cette période. Mais quelques mois plus tard, Emmanuel Macron avait provoqué un tollé en Algérie en s'interrogeant sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. En tout cas, pour en revenir à la loi adoptée cette semaine en Algérie, le ministère français des Affaires étrangères l'a dénoncée comme une initiative manifestement hostile à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et à un travail serein sur les enjeux mémoriels. Je le disais, le vote de cette loi intervient dans un contexte de crise diplomatique profonde entre la France et l'Algérie, la plus grave depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les tensions se sont accentuées après l'été 2024, lorsque la France a reconnu un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental, ce qui avait été perçu comme une trahison par l'Algérie. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais pour que vous ayez un petit peu les bases, ce territoire est une ancienne colonie espagnole qui n'a pas de statut officiel reconnu par l'ONU. Le Maroc estime qu'il fait partie de son territoire, tandis que l'Algérie soutient le Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental. Depuis cette reconnaissance française, plusieurs épisodes ont aggravé les tensions, comme l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui a finalement été gracié en novembre dernier, ou la détention du journaliste français Christophe Glaise. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. À cela s'ajoutent des expulsions d'influenceurs algériens accusés en France d'avoir diffusé des contenus haineux et incitant à la violence. Voilà donc pour ce sujet. Si ça vous intéresse, on avait publié sur notre chaîne Hugo Décrypte grand format une vidéo sur la relation entre la France et l'Algérie, qui raconte notamment toute l'histoire de la colonisation et de la guerre. Je vous mets le lien en description.
l'émission et je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu en France. Le plan Grand Froid a été déclenché dans plusieurs départements du Grand Est, des Hauts-de-France, de Normandie, des Pays de la Loire et de Bretagne pour mettre à l'abri les personnes vulnérables. Ce dispositif du gouvernement permet de prendre des mesures pour les personnes les plus à risque face au froid, donc les enfants en bas âge, les personnes âgées, les malades chroniques, mais aussi les personnes isolées ou sans domicile. Concrètement, des places d'accueil d'urgence sont ouvertes dans des bâtiments publics comme des gymnases ou des écoles et les maraudes sont étendues pour couvrir plus de créneaux. Les préfets peuvent aussi renforcer le 115 qui est le numéro d'urgence pour les personnes sans abri en moyens humains et financiers et si nécessaire, certains services hospitaliers peuvent être réorganisés. Selon Météo France, l'épisode de froid devrait durer au moins jusqu'à dimanche. Deuxième actu, le président des États-Unis Donald Trump a annoncé ce jeudi avoir mené la veille, donc le 24 décembre, de nombreux bombardements meurtriers contre le groupe État islamique au Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le gouvernement nigérian. Donald Trump a notamment justifié cette intervention pour protéger, je cite, les chrétiens innocents des terroristes de Daesh. Le Nigeria est partagé entre le sud, qui est majoritairement chrétien, et le nord, plutôt musulman, et le pays fait régulièrement face à des violences touchant les deux communautés sans distinction. Il s'agit de la première intervention militaire américaine au Nigeria, et ce n'est pas une surprise car Donald Trump avait déjà déclaré le mois dernier que les chrétiens y étaient, je cite, sous une menace existentielle de l'ordre d'un génocide et qu'ils n'hésiteraient pas à recourir à l'option armée. À noter sur ce sujet que le gouvernement nigérian et de nombreux experts contestent l'idée d'une persécution religieuse ciblée. Troisième actu, l'État de Californie aux États-Unis est frappé par des pluies torrentielles et des crues importantes causant la mort d'au moins 3 personnes, dont un homme qui a été tué dans une chute d'arbre. L'état d'urgence a été décrété pour Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, et sa région par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ce mercredi. En fait, la région est touchée par un phénomène appelé rivière atmosphérique qui transporte d'importantes masses de vapeur d'eau des tropiques vers la côte américaine, et donc les tempêtes qui touchent actuellement la zone pourraient faire tomber en quelques jours plusieurs mois de précipitations. À noter que le service météorologique américain a alerté sur un risque élevé de crues soudaines et d'emportement de débris, notamment dans les zones qui ont été ravagées en janvier 2025 par les incendies comme Pacific Palisades et Malibu où la végétation détruite rend les sols très vulnérables. En tout cas, selon les scientifiques, le réchauffement climatique causé par l'action humaine augmente la fréquence, la dangerosité et l'intensité des événements météorologiques extrêmes. Quatrième actu, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné une augmentation de la production de missiles en 2026, c'est ce qu'ont annoncé ce vendredi les médias d'État. Il a aussi exigé la construction de nouvelles usines pour répondre à la demande croissante des forces armées de son pays. En fait, il faut savoir que ces dernières années, la Corée du Nord a fortement augmenté ses tirs de missiles, avec pour objectif, selon les experts, d'améliorer la précision de ses armes, de défier les États-Unis et la Corée du Sud, mais aussi de tester des systèmes susceptibles d'être exportés vers la Russie, qui est son allié. Kim Jong-un a aussi visité une usine de sous-marins nucléaires ce jeudi, selon les médias officiels, promettant de répondre au développement par la Corée du Sud de navires similaires, une menace selon lui. Il a également supervisé l'essai de nouveaux missiles anti-aériens longue portée au-dessus de la mer du Japon. Et autre annonce, le Parti des travailleurs, donc le parti au pouvoir, prévoit de tenir début 2026 son premier congrès en 5 ans consacré aux orientations économiques et militaires des prochaines années. On suivra ça. Et on termine avec cette actu, on était obligé en ce lendemain de Noël, près de 900 000 annonces de revente de cadeaux ont été publiées en France sur les sites eBay et Rakuten, un nouveau record selon les chiffres communiqués par les deux sites. eBay dit avoir constaté un afflux massif de reventes dès le 25 décembre avec environ 500 000 nouvelles annonces ce jour-là et prévoit une hausse attendue de 400% dans les jours suivant Noël. À titre de comparaison, l'année dernière, 340 000 annonces avaient été publiées dès le matin du 25 décembre. De son côté, Rakuten France annonce avoir reçu environ 390 000 nouvelles annonces depuis le 24 au soir, un chiffre en légère hausse par rapport à 2024. Alors parmi les cadeaux les plus revendus sur eBay, il y a en premier les vêtements, les chaussures et les accessoires, puis les livres, les jeux et les jouets, les objets de décoration ou encore les jeux vidéo et les consoles. 48% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël, un chiffre en hausse, avec 1,6 million de nouveaux revendeurs attendus cette année selon une étude Kantar. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format pendant les vacances, ça fait plaisir. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.